1er juillet 1898, en pleine guerre hispano-américaine. Sur les hauteurs de San Juan, près de Santiago, dans l'est de Cuba, des volontaires américains des Rough Riders prennent d'assaut les positions défensives espagnoles. En tête de l'assaut se trouve Theodore Roosevelt, âgé de 39 ans. L'assaut est un succès total. Peu après, la garnison espagnole de l'île capitule et Madrid est forcée de signer un traité de paix humiliant. L'empire colonial espagnol s'effondre. Porto Rico, Guam, les Philippines et Cuba passent sous contrôle américain. 3 ans plus tard, le héros de la colline de San Juan, le colonel Theodore Roosevelt, devient président des États-Unis, et il va révolutionner la politique étrangère américaine. Roosevelt réinterprète la doctrine Monroe de 1823, ce qui avait commencé comme une tentative d'empêcher les puissances coloniales européennes d'entrer en Amérique latine, se transforme en une justification de l'hégémonie américaine sur toute la région. Le symbole de cette hégémonie devient la diplomatie du gros bâton, une doctrine qui légitime l'usage de la force pour protéger les intérêts américains, fournissant la base idéologique pour des interventions militaires répétées, et pour considérer les Caraïbes comme leur lac intérieur, selon les Américains. Aujourd'hui, plus de 120 ans plus tard, le président Trump ne se contente pas de revenir à la doctrine Monroe et à la politique du gros bâton. Il essaie de les réinterpréter une fois de plus, sous une forme encore plus radicale, comme base idéologique d'une nouvelle ère de domination américaine sur l'hémisphère occidental. La première étape vers cette nouvelle domination a déjà été franchie. Le 3 janvier, le président Maduro a été enlevé par les services spéciaux américains et le Venezuela a été ramené dans la sphère d'influence américaine. À présent, de sombres nuages s'amoncellent au-dessus de Cuba, la prochaine cible du président Trump. Des navires de guerre de la marine américaine se rassemblent autour de l'île. Des avions espions américains effectuent des missions de reconnaissance le long de la côte cubaine et une nouvelle génération de Rough Riders se prépare à planter à nouveau le drapeau américain sur les hauteurs de San Juan. Le Venezuela intégré dans la sphère d'influence américaine. Des navires de guerre de la marine américaine encerclent Cuba, un nouveau chapitre de la doctrine Monroe. Gardez à l'esprit que tout investissement comporte des risques. Pour comprendre pourquoi Cuba est devenue la prochaine cible de Donald Trump, nous devons remonter au 3 janvier de cette année. Ce jour-là, les Américains ont enlevé le président vénézuélien Nicolás Maduro, et le pouvoir à Caracas est passé à la vice-présidente Delcy Rodríguez. Comme il est vite devenu évident, Rodríguez avait été intégré au plan américain à l'avance et avait accepté de coopérer. Ainsi, le Venezuela a été de facto intégré à la sphère d'influence américaine. Les événements de Caracas ont eu un fort retentissement à La Havane, à 2000 km de là. Le Venezuela était le principal fournisseur d'énergie de Cuba. Chaque mois, des livraisons régulières de pétrole arrivaient sur l'île en provenance du Venezuela, couvrant environ 50% des besoins énergétiques de Cuba. Avec l'éviction de Maduro, cette source s'est tarie. Derrière cela, bien sûr, se trouvaient les Américains, qui ont conclu que priver Cuba du pétrole vénézuélien déclencherait une crise énergétique sur l'île et ferait tomber un régime qui était une épine dans le pied de l'Amérique depuis la nuit du Nouvel An 1959, lorsque les forces de Fidel Castro sont entrées à La Havane. Dès le 11 janvier, Trump déclara « Il n'y aura plus de pétrole ni d'argent pour Cuba, zéro. Je suggère fortement aux Cubains de conclure un accord avant qu'il ne soit trop tard. » L'escalade contre Cuba était donc une conséquence naturelle du succès que l'administration Trump avait obtenu au Venezuela. 2 autres facteurs jouent aussi un rôle important. Le premier est Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Rubio est le fils d'immigrants cubains, bien que ses parents aient quitté Cuba non pas pour des raisons politiques, mais économiques, et soient arrivés aux États-Unis. 3 ans avant la révolution de Fidel Castro, Rubio a construit sa carrière politique autour de l'idée de renverser le régime communiste à Cuba.
Cela n'a rien de surprenant puisque la Floride, l'État dont Rubio est originaire, est le principal foyer de la diaspora cubaine. Depuis son entrée dans le monde de la haute politique, Rubio a constamment bloqué toutes les tentatives de normalisation des relations avec Cuba. Désormais, en tant que chef du puissant département d'État, il a l'occasion de mener sa croisade à son terme. D'autant plus que la politique de Rubio s'inscrit parfaitement dans la vision stratégique du président, que la presse a surnommée la doctrine Monroe. C'est une version radicalisée de la doctrine Monroe qui s'inspire fortement de la politique du gros bâton de Theodore Roosevelt que nous avons mentionné au début. Trump est profondément convaincu que les États-Unis doivent dominer l'hémisphère occidental sur les plans économiques, politiques et, si nécessaire, militaires. La doctrine Monroe combine la recherche de l'hégémonie avec une idéologie agressive et antisocialiste visant ce qu'on appelle la troïka de la tyrannie, le Venezuela, Cuba et le Nicaragua. Et avec un nouvel impératif de compétition entre grandes puissances, il s'agit d'écarter la Chine, la Russie et l'Iran de l'arrière-cour des États-Unis. La destitution de Maduro a été la première application de la doctrine Monroe. Cuba est censé être le prochain sur la liste. Après avoir coupé Cuba de l'approvisionnement en pétrole vénézuélien, les Américains ont porté un nouveau coup le 30 janvier. Le président Trump, agissant en vertu de l'International Emergency Economic Powers Act, a désigné Cuba comme une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale des États-Unis. Cela a ouvert la voie à des tarifs de rétorsion contre tout pays qui oserait approvisionner l'île en carburant. Le Mexique, qui, après l'arrêt des livraisons vénézuéliennes, restait le seul fournisseur alternatif sérieux, a immédiatement cessé ses exportations. À partir de ce moment-là, Cuba était livrée à elle-même. Les Cubains produisent un peu de pétrole, environ 40 000 barils par jour, mais cela ne suffit pas à couvrir la demande quotidienne, qui est plus de 2 fois supérieure, soit environ 100 000 barils. L'application du blocus a été confiée à la garde côtière des États-Unis, qui a commencé à refouler les pétroliers en route vers Cuba. L'un de ces cas concernait le pétrolier grec Ocean Mariner. Comme prévu, le blocus américain a vite causé de longues coupures de courant et paralysé la vie sur l'île. Les autorités ont introduit une série de mesures drastiques, fermant les écoles et les universités, imposant des restrictions sur les transports publics et les hôpitaux, et fermant les parties de l'administration publique jugées non essentielles. Mais rien de tout cela n'a épargné le pays des pénuries physiques de pétrole et de carburant, ni de la montée des protestations sociales. Les autorités cubaines admettent que la situation est dramatique et déclarent qu'elles accepteront les livraisons de pétrole et de carburant de tout pays prêt à aider. Mais le blocus américain a effectivement dissuadé les vendeurs potentiels. Le seul navire à avoir livré du pétrole à Cuba depuis le début du blocus était le pétrolier russe Anatoly Kolotkin. Cela s'est produit fin mars, et la cargaison représentait environ 730 000 barils de pétrole, soit juste assez pour couvrir la demande cubaine pendant à peine une semaine. Le blocus pétrolier n'est pas un prélude à un futur conflit. L'étau se resserre autour de la Havane en ce moment. Les Américains font pression sur les Cubains à travers des instruments de coercition économique. La question est, que se passe-t-il lorsque la pression économique s'avère insuffisante ? C'est à ce moment-là que les forces armées américaines entrent en scène. Le 20 mai 2026, un groupe aéronaval dirigé par l'USS Nimitz est entré dans la mer des Caraïbes. Il a rejoint le groupe amphibie, prêt à l'emploi Iwo Jima, déjà présent dans la région, qui se compose de 3 navires d'assaut amphibies, transportant la 22e unité expéditionnaire des Marines et une formation de Marines spécialisée dans les débarquements amphibies et les opérations spéciales. Quelques jours avant l'arrivée du Nimitz, le commandement sud des États-Unis, le commandement américain responsable des opérations militaires en Amérique latine et dans les Caraïbes, a publié un court extrait vidéo accompagné de 3 mots : létal, précis, prêt. Les images montrent des avions, des hélicoptères, des chars, des engins de débarquement et de l'infanterie. La séquence se termine par une vue aérienne de Cuba. Tout cela vise à construire un récit sur la préparation américaine à une intervention armée et à servir d'instrument supplémentaire de pression sur les autorités à la Havane. Les vols de reconnaissance américains le long de la côte cubaine constituent un autre élément du jeu. Une analyse des données de Flight Radar 24 a montré que depuis le 11 mai, au moins 5 avions de patrouille maritime, P-8A Poseidon,
et 3 drones de surveillance MQ-4C Triton ont opéré près de l'île, recueillant des renseignements sur les capacités militaires de Cuba et sur la direction politique à La Havane. Tous ont volé avec leurs transpondeurs allumés, permettant à quiconque de suivre leur trajectoire en temps réel. C'était délibéré. Les Américains veulent que les autorités de La Havane sachent qu'ils surveillent chacun de leurs mouvements. L'administration Trump construit soigneusement un récit qui présente Cuba comme une menace sérieuse pour la sécurité nationale des États-Unis. Au cœur de ce récit se trouve la question des installations de renseignement étrangères. Il y a jusqu'à 18 sites connus de renseignements d'origine électromagnétique sur l'île. La plupart d'entre eux sont exploités par le renseignement cubain, mais il y a aussi 3 installations chinoises et 2 russes. Le principal site russe est situé à Lourdes, au sud de La Havane. Il s'agit d'une installation datant de la guerre froide que Moscou a réactivée en 2014. Les sites chinois sont plus récents et probablement mieux équipés. Le principal est situé à Béjucal, également près de La Havane. La Chine utilise Béjucal pour surveiller, entre autres, les installations de lancement de missiles à Cap Canaveral, ainsi que le seul champ d'entraînement américain capable de simuler des combats dans le détroit de Taïwan. Tout aussi dangereusement proche se trouve le quartier général du commandement central des États-Unis qui supervise les opérations au Moyen-Orient. Et soit dit en passant, la résidence du président à Mar-a-Lago. Il convient de noter que, malgré la présence d'installations aussi précieuses, la Russie et la Chine essaient de rester en marge de la confrontation actuelle entre les États-Unis et Cuba. Certes, à la fin du mois de mars, les Russes ont envoyé le pétrolier Anatoly Kolotkin sur l'île, mais il s'agissait d'une livraison symbolique, qui avait d'ailleurs été approuvée par Washington. Pékin n'est pas non plus pressé d'aider, observant à distance pendant que Trump teste les limites de la sphère d'influence américaine et en tirant des leçons qui pourraient s'avérer utiles à l'avenir concernant Taïwan. Il n'est pas difficile de voir que, dans le cas de Cuba, les Américains suivent un scénario bien connu, qu'ils avaient déjà utilisé contre le Venezuela. À côté de la pression économique et militaire, s'ajoute le ciblage des dirigeants politiques des pays. Tout comme les Américains ont accusé Maduro de trafic de drogue, Raúl Castro, l'ancien président cubain de 94 ans et frère de Fidel, a été accusé d'avoir assassiné 4 citoyens américains. L'affaire concerne un incident survenu en 1996, au cours duquel l'armée de l'air cubaine a abattu 2 avions civils appartenant à l'association caritative d'exilés Brothers to the Rescue. Les procureurs américains affirment que Castro a donné l'ordre d'abattre les avions. Tout doit avoir une base légale. Le jour de l'indépendance de Cuba, que le pays célèbre le 20 mai, le président Trump s'est adressé au peuple de l'île dans une déclaration spéciale. Citation. L'Amérique ne tolérera pas qu'un État voyou abrite des opérations militaires, de renseignement et de terrorisme étrangères hostiles à seulement 90 miles du territoire américain. Et nous ne nous reposerons pas tant que le peuple cubain n'aura pas retrouvé la liberté pour laquelle ses ancêtres se sont battus si violemment il y a plus de 100 ans. L'inculpation et la destitution de Maduro ont envoyé un message clair à ses alliés socialistes à La Havane. C'est notre hémisphère et ceux qui le déstabilisent et menacent les États-Unis en subiront les conséquences. Après l'expérience vénézuélienne, les Cubains comprennent qu'il vaut mieux ne pas tester si Trump bluffe. C'est pourquoi La Havane montre sa volonté de faire des concessions. Dès le mois d'avril, elle a annoncé que plus de 2000 prisonniers seraient libérés des prisons cubaines. De plus, à la mi-mai, une visite du directeur de la CIA, John Ratcliffe, a été organisée. Il est arrivé à La Havane, où il a rencontré le ministre de l'Intérieur de Cuba et des représentants des services de sécurité. Était également présent à la réunion Rodriguez Castro, le petit-fils de Raúl. Les Cubains ont tenté de convaincre le chef de la CIA que leur pays ne menaçait pas l'Amérique. Ratcliffe, de son côté, a insisté pour des réformes politiques et économiques à Cuba et a exigé la fermeture des installations de renseignement russes et chinoises opérant sur l'île, tout en avertissant que la fenêtre pour parvenir à un accord se refermait lentement. Il pourrait donc sembler que le décor soit planté et que tous les acteurs soient déjà en place. L'embargo sur le carburant a poussé Cuba vers un abîme économique, et les forces que les Américains ont rassemblées dans la région sont suffisantes pour renverser les autorités communistes à La Havane. Mais la question fondamentale reste ouverte. Quel est l'objectif ultime de Donald Trump envers Cuba ?
il n'y a pas de réponse simple. Au cours des dernières semaines, le président américain a présenté toute une gamme d'options à sa disposition, sans encore décider laquelle il choisira finalement. La première option est une invasion à grande échelle et l'occupation de l'île. Une répétition du modèle connu de l'opération Just Cause, l'intervention de 1989 au Panama, lorsque des dizaines de milliers de soldats américains ont renversé le général Manuel Noriega. En théorie, une telle option est possible. Les forces armées de Cuba, autrefois parmi les plus puissantes d'Amérique latine, se sont maintenant réduites à environ 45 000 soldats mal équipés, sans marine opérationnelle ni force aérienne efficace. Mais une invasion à grande échelle comporterait d'énormes risques politiques et humanitaires. La chute du régime cubain signifierait que la responsabilité de l'île passerait aux Américains. En pratique, les États-Unis deviendraient hauts responsables de 10 millions de Cubains privés de nourriture, de médicaments, de carburant et d'électricité. Stabiliser la situation pourrait prendre des mois et consommer d'importantes ressources militaires, politiques et financières américaines. Le président Trump, qui a à plusieurs reprises critiqué précisément ce type de mission de stabilisation, ne semble pas intéressé à assumer l'entière responsabilité de Cuba, mais il a d'autres options à sa disposition. La deuxième option consiste à reproduire le scénario vénézuélien. En utilisant des forces spéciales, les Américains pourraient capturer Raúl Castro et l'amener aux États-Unis pour qu'il soit jugé pour l'abattage des 2 avions mentionnés plus tôt en 1996. Mais ce plan comporte un risque sérieux et en même temps très prosaïque. Castro a 94 ans et pourrait tout simplement ne pas survivre à une telle opération. S'il mourait avant d'être amené aux États-Unis, l'enlèvement perdrait tout son sens. C'est pourquoi une troisième option émerge. Encore une fois, une version du scénario vénézuélien, mais sans la partie impliquant l'enlèvement de Maduro. Il s'agirait plutôt de chercher une version cubaine de Delcy Rodríguez, quelqu'un issu du régime actuel qui serait néanmoins prêt à coopérer avec les États-Unis. D'après des fuites dans la presse américaine, nous savons que Trump veut que l'actuel président et chef du Parti communiste cubain, Miguel Díaz-Canel, démissionne. Trump pense qu'il est trop radical et qu'il refuserait de mettre en œuvre des réformes économiques de libre marché. Alors qui, après la démission de Díaz-Canel, pourrait jouer le rôle de la Delcy Rodríguez cubaine dans cette histoire ? Paradoxalement, les meilleurs candidats pour ce rôle sont les membres de la famille Castro elle-même, qui exercent encore une influence énorme au sein des structures du pouvoir. Le candidat le plus sérieux pour devenir la version cubaine de Delcy Rodríguez semble être Oscar Pérez Oliva Fraga, un ingénieur de 54 ans dont la grand-mère était la sœur biologique de Fidel et Raúl Castro. Pérez Oliva est actuellement vice-premier ministre et ministre du Commerce extérieur et de l'investissement. Il possède plusieurs qualités qui le rendent intéressant aux yeux de Washington. C'est un pragmatique et un technocrate, un partisan de vastes réformes économiques, et en même temps, il n'est pas handicapé par le nom Castro. En mars 2026, il a également annoncé la plus grande réforme économique depuis 1959, permettant aux immigrés cubains aux États-Unis d'investir à Cuba. Il convient de noter que Pérez Oliva est devenu député à l'Assemblée nationale en décembre dernier, ce qui, selon la loi cubaine, est une condition nécessaire pour accéder à la présidence. Cela peut suggérer que le terrain pour la succession est déjà en train d'être préparé. Outre Pérez Oliva, 2 autres membres de la famille Castro jouent également un rôle important dans le jeu politique actuel. Le premier est Rodríguez Castro, le petit-fils de 41 ans de Raúl Castro et chef de sa sécurité personnelle, qui depuis des mois est le principal négociateur entre la famille Castro et le département d'État américain. Rolito a participé aux discussions avec Marco Rubio et John Ratcliffe. Ces dernières semaines, Alejandro Castro Espín est également sorti de l'ombre. Fils unique de Raúl, âgé de 60 ans, général de brigade et ancien chef du renseignement, qui il y a plus de 10 ans a mené avec succès des discussions avec l'administration Obama qui ont mis fin à une brève conversation. Le fait que la famille Castro reste au pouvoir, même si ce n'est qu'en arrière-plan, n'est, comme on peut l'imaginer, pas le scénario rêvé pour près de 3 millions de Cubano-Américains. La diaspora cubaine a construit son identité politique autour de la promesse d'un changement de régime sur l'île, d'élections libres, de la responsabilité des communistes et du retour des biens confisqués après 1959,
De leur point de vue, tout accord avec les Castro serait tout simplement une trahison. La diaspora cubaine a son représentant au sein de l'administration présidentielle. Cet homme, bien sûr, c'est Marco Rubio, qui a inlassablement fait pression pour mettre fin au régime communiste à Cuba. Il ne s'agit pas seulement de la communauté d'exilés où Marco Rubio a grandi, mais aussi de ses ambitions politiques. Si Trump conclut maintenant un accord avec la Havane, Marco Rubio pourrait perdre le soutien de son électorat fidèle, les Américains d'origine cubaine en Floride, et avec cela, ses chances de devenir le prochain président des États-Unis. Ce n'est un secret pour personne que Marco Rubio est l'un des candidats républicains les plus sérieux pour la Maison-Blanche en 2028. Marco Rubio n'est en aucun cas en position de faiblesse concernant Cuba. Bien que la décision finale appartienne bien sûr au président, Marco Rubio occupe une position exceptionnellement forte au sein de l'administration Trump, surtout en ce qui concerne l'Amérique latine. Ses chances de convaincre le président d'intervenir à Cuba semblent d'autant plus grandes, car après le fiasco de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, une campagne militaire courte et victorieuse dans les Caraïbes pourrait redorer l'image de Trump et améliorer sa cote de popularité. D'autant plus que l'armée cubaine ne représente aucune menace réelle pour l'armée américaine. Le principal risque d'une intervention armée est la nécessité d'assumer la responsabilité de 10 millions de Cubains avant que leur pays ne soit capable de voler de ses propres ailes. Les analystes divergent sur leurs prévisions concernant la prochaine décision de Trump sur Cuba. Certains pensent que, suivant l'exemple vénézuélien, Trump affrontera sa cubaine Delcy Rodriguez et conclura un accord avec la Havane. D'autres pensent le contraire, que nous assisterons bientôt à la chute des communistes cubains. L'indice sur les prochaines actions de Trump réside dans les limites de la doctrine Donner. Lors de l'annonce de la nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis l'an dernier, le président Trump a promis le retour de la domination américaine sur l'hémisphère occidental. Mais Trump n'a jamais expliqué exactement comment il comptait assurer cette domination. L'intervention au Venezuela a montré que la domination peut être obtenue non seulement par un changement de régime, mais aussi par la soumission du régime. Le fait que Trump ait abandonné le changement de régime à Caracas ne signifie pas qu'il fera de même à la Havane. Il existe en fait une théorie intéressante qui éclaire les événements de janvier au Venezuela sous un angle légèrement différent. Selon cette théorie, l'idée de renverser Maduro et de conclure un accord avec Delcy Rodriguez ne viendrait pas du président Trump, mais de Marco Rubio lui-même. Obtenir la soumission du régime au Venezuela était censé être crucial pour ses plans concernant Cuba. La route vers une Havane libre passe par Caracas. Pendant des années, le Venezuela a été la bouée de sauvetage économique et énergétique de Cuba, et rien n'a autant affaibli les autorités cubaines que de les priver du pétrole vénézuélien et de placer l'île sous blocus énergétique. Si cette théorie est vraie, si tout ce qui s'est passé depuis l'enlèvement de Maduro a en fait été orchestré par Rubio, alors nous n'attendons pas une autre Delcy Rodriguez. Nous attendons une nouvelle génération de cavaliers intrépides plantant le drapeau américain sur les hauteurs de San Juan.